Alors ma petite bibliothèque, déjà c'est une nouvelle bibliothèque puisque je viens de déménager et que j'ai enfin mon propre bureau. Et cette bibliothèque, j'ai essayé de la mettre en place en gardant vraiment les livres qui m'ont marqué et qui signifient quelque chose profondément pour moi. Étant donné que vu le nombre de livres que j'ai accumulés ces dernières années, il y a une partie que j'ai rangée dans d'autres étagères, mais je voulais que dans mon bureau, j'ai la bibliothèque où dès que je commence à travailler, dès que je suis centrée sur l'écriture, à côté de moi, près de moi, j'ai ces compagnons livres qui m'ont marqué, qui ont irrigué ma vie et qui ont façonné, je pense, qui je suis, tout simplement. Évidemment, quand on est auteur, on est aussi, et sûrement avant tout, je ne sais pas, lecteur. Et je lis depuis très longtemps, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même un certain nombre de livres, d'ouvrages qui m'ont vraiment marqué profondément. Parmi ces livres, il y a par exemple Les livres prennent soin de nous de Régine Détambel. En fait, c'est un essai sur les livres et la vertu thérapeutique des livres, c'est-à-dire le pouvoir curatif que peut avoir la lecture sur les êtres humains. Et je trouve que c'est un essai qui est brillantissime, dont je vais vous lire par exemple une petite citation. Aristote enseignait dans sa poétique que la tragédie nous confronte à la passion, par la mimésis, pour nous en délivrer par la catharsis, qu'elle convoque le pathos sur la scène, mais pour le congédier aussitôt de nos vies. La jouissance esthétique constitue cette décharge apaisante qui libère l'homme de la violence du réel et le reconduit vers le confort consolateur du monde. Pour Régine Détambel, vraiment, l'acte de lecture n'est pas qu'un acte de divertissement. En fait, le fait de lire des histoires qui sont arrivées à des personnes ou alors tout simplement des histoires fictionnelles sur des personnages fait qu'il y a une sorte de processus d'empathie qui se met en place et qui nous permet, nous lecteurs, de vivre les choses avec les personnages, qui nous permet d'apprendre et qui nous permet aussi de guérir. Jeu et réalité de Winnicott. Alors là, on est dans un domaine qui est encore très très différent, qui est celui de la psychanalyse. Et Winnicott, certains donc je pense le connaissent, il a mis en place un certain nombre de notions très importantes dans la construction de l'enfance notamment. En fait, la vision de Winnicott du jeu, c'est celle de la conception d'un espace en tant que tel. Et même si c'est un essai, que c'est vraiment dans des termes techniques de psychanalyse, moi je le rapproche beaucoup à la création et au fait que tous ces petits jeux de l'enfance qu'on a fait quand on était finalement plus jeune étaient marqués de beaucoup de choses et notamment d'un processus créatif. Et c'est ça qu'il explique, c'est le lien qui existe de manière très très forte entre le fait de jouer et le fait de créer. Et pour ceux que ça intéresse un petit peu, et du coup c'est des sujets qui sont un peu différents de psychanalyse, etc., moi c'est clairement une lecture qui a changé ma vision et de la réalité et de la créativité, et qui m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur mon enfance. Je trouve ça, c'est extrêmement bien écrit, c'est technique, mais ça pose un certain nombre de questions. Côté fiction, The Pavé. Marelle de Julio Cortázar. Que dire, un chef-d'œuvre. Enfin, c'est très difficile d'expliquer, je pense, le pouvoir de l'auteur Julio Cortázar. En fait, ses livres vous aspirent. Je ne sais pas comment décrire ça autrement. Il vous emmène dans un univers, on flirte toujours un peu avec le surréalisme, le fantastique. Et dans Marelle, qui est une de ses plus grandes œuvres, que vous voyez, j'ai beaucoup à noter, et qui a bien sûr un lien avec le Marelle que moi j'ai écrit, qui reprend le même titre au pluriel, parce que les personnages vivent une histoire autour justement de ce roman. En fait, on suit deux personnages, la Sibylle et Olivera, qui sont deux personnages qui évoluent dans Paris et qui ont mis en place une sorte de jeu, l'un et l'autre, ils s'en remettent au hasard pour leur rencontre. Donc c'est vraiment une sorte de trajectoire de vie de ces deux personnages, et l'originalité et la folie de ce roman, c'est qu'il y a deux façons de le lire. Vous pouvez le lire de façon complètement linéaire et ordonnée, ou vous pouvez le lire en suivant en fait un autre mode de lecture que nous donne l'auteur en tant que clé, en bondissant de chapitre en chapitre, ce qui crée en fait deux histoires en une, brillantissime tout simplement. Et du coup, on suit ces deux histoires des personnages, mais finalement il ne va pas se passer la même chose dans chacune de ces temporalités-là, presque on peut dire. Et c'est tout un tas de réflexions extrêmement profondes sur la vie, sur l'amour, sur le hasard, sur la sérendipité. Et moi, c'est un livre qui m'a vraiment transformée, c'est-à-dire que quand je l'ai lu,
j'ai été aspirée dans cet autre Paris en fait, à travers les yeux du personnage. Et je trouve que c'est une œuvre magistrale qui a une puissance incroyable. Et j'ai pas eu une page sans que je me sois arrêtée sur chaque phrase en me disant mais c'est sublime, c'est sublime. Dans la fiction encore, Mémoire de fille d'Annie Ernaux, qui est un ouvrage qui est sorti très récemment, et je ne connaissais pas Annie Ernaux, et c'est une amie qui me l'avait conseillé, et ça m'a bouleversée. En fait, Annie Ernaux revient sur la fille qu'elle était lorsqu'elle était adolescente. Et donc, c'est une histoire qui est une histoire finalement autobiographique, si je puis dire, très simple, très banale, de l'histoire voilà, d'une jeune fille qui vit sa première expérience sexuelle, s'il fallait résumer. Et en fait, Annie Ernaux le revit, fait vraiment une expérience d'écriture où elle essaye de se remettre dans le corps et dans la vie de celle qu'elle était quand elle était adolescente. C'est d'une sensibilité affolante et d'une justesse sur la féminité, sur la première exploration de la sexualité et en même temps sur le regard des autres, parce qu'elle parle aussi du regard des autres et elle essaye, la performance et je dirais la force de ce livre, c'est qu'elle essaye vraiment de se voir de se voir telle qu'elle a été avec une objectivité. Et elle se demande en permanence quel lien subsiste entre la femme qu'elle est devenue à présent et l'adolescente qu'elle était. Quelle continuité on peut faire. Et moi, c'est vraiment une thématique qui me fascine complètement. C'est assez court comme livre, ça se lit extrêmement rapidement. C'est très très beau et voilà, c'est sensible, voilà, c'est très très sensible. Ma Bible, Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Alors là, comme vous pouvez le voir, je l'ai légèrement annoté, oui, parce que j'adore annoter mes livres. Je ne suis pas du tout une maniaque des livres. J'adore qu'ils vivent, j'adore les écorner, j'adore les annoter. Pour moi, le papier est très vivant et j'aime justement l'annoter et lui laisser mon empreinte. Je trouve ça fabuleux justement de marquer ces livres. Et bon, bah là, il a vécu, on va dire. C'est un livre que j'ai découvert il y a 3 ans, que ma tante m'avait donné comme ça à Noël, parce qu'elle est très intéressée par la mythologie. Et c'est un ouvrage, je crois que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi profond sur la féminité. Alors la féminité, ça pose tout un tas de questions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette femme, qui à la fois est ethnologue, qui est psychanalyste, qui est conteuse, donc elle a vraiment une sorte de pluralité de métiers qui font que ce livre regroupe toutes ces voix-là. C'est-à-dire que c'est un livre qui a une rythmique, une poésie, et quand on dit conteuse, c'est quasiment chamanique. En fait, c'est vraiment chaque phrase est martelée, bien ciselée, et ça pénètre en nous vraiment. Et ensuite, c'est tout le rapport avec la mythologie. C'est-à-dire qu'elle explore toutes les figures féminines de la femme sauvage, de ce mythe de la femme sauvage, c'est-à-dire la femme indépendante, la femme libre, la femme émancipée. Et en fait, elle revient dessus d'un point de vue à la fois psychanalytique, parce qu'elle explore aussi, elle analyse des contes, par exemple des contes traditionnels avec un regard très particulier, très psychanalytique, et en même temps avec ce côté ethnologique qui va repérer les spécificités de chaque population. Et en fait, pour moi, c'est un livre sage. C'est-à-dire que c'est un livre de sagesse. Et j'ai vraiment la sensation que c'est une transmission sur la vie en tant que telle. Et en fait, elle parle d'expériences de vie et de choses très courantes, en fait, sur le prédateur pour la jeune femme, sur la séduction, sur le rapport aux addictions, sur le rapport aussi à la sexualité, à la féminité. Elle explore aussi tout ce qui concerne le fait de s'enfermer soi-même, le rapport à la société, au code, quand on est une femme, ce qui est attendu de nous, et aussi sur tout un tas de choses, sur le fait de savoir se ressourcer, de savoir s'écouter soi-même. C'est extrêmement original. Je pense que j'ai jamais rien lu de tel. Et c'est pas un livre, si vous voulez, que vous lisez d'une traite. C'est un livre dont vous pouvez picorer des petits chapitres à des moments très très différents de votre vie. Voilà. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Une expérience très marquante dans mon parcours de lectrice et d'auteur. Murakami, en ce sens, a presque un point commun avec Julio Cortázar, c'est que on est toujours dans un univers un peu éthéré, à la frontière du fantastique. Mais c'est finalement un fantastique qui est un peu prétexte pour mettre en exergue la poésie du monde, la symbolique, et pour faire réfléchir. Donc, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Kafka Tamura et qui quitte sa maison familiale à Tokyo parce qu'il est
intimement persuadé voilà, qu'il est victime d'une malédiction. On suit 2 points de vue, on suit son point de vue à lui et celui d'un vieil homme amnésique. Déjà, on a une utilisation des points de vue qui est très intéressante. On est clairement dans ce flirt avec le fantastique, mais en même temps, c'est plutôt une sorte de voyage initiatique. Et Murakami a cette force, c'est un style qui est très travaillé, moi qui me parle beaucoup, que je trouve chargé de poésie. Et en même temps, on est entraîné finalement dans une histoire de vie. Ça prend son temps, les livres de Haruki Murakami et celui-ci en particulier, mais je trouve ça extrêmement mystérieux, très intriguant et on a vraiment, vraiment profondément envie de comprendre ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à ces 2 personnages-là. C'est vraiment un roman que je trouve très intéressant et qui, moi, quand je l'ai refermé, m'a fait réfléchir et j'y repense encore assez souvent d'ailleurs. Manche Prix M d'Elizabeth Gilbert. Je vous en ai déjà parlé à propos de cet auteur, j'ai déjà parlé de cet auteur, notamment sur son ouvrage sur la créativité, comme par magie. Là, c'est pas le premier ouvrage d'Elizabeth Gilbert, mais en tout cas, ça a été son grand best-seller, qui est le fait qu'elle appelle ça un mémoire. En tout cas, c'est un récit de vie, on va dire, sur l'expérience qu'elle a vécue quand c'était une femme auteur à qui tout réussissait, qui était mariée, elle avait une belle maison, tout allait bien, mais en fait, elle ne voulait pas avoir d'enfants et tout le monde la pressait pour en avoir. Et elle se rend compte à un moment donné qu'elle a envie de tout plaquer, elle divorce et elle fait un long voyage en Indonésie, en Italie et en Inde pour se questionner sur où elle en est dans sa vie. Donc comme c'est vraiment purement autobiographique, ce que j'adore c'est que c'est un livre qui est extrêmement noir et extrêmement lumineux en même temps. C'est-à-dire qu'Elizabeth Gilbert parle quand même de sa dépression et sous cette femme qu'on a d'ailleurs pu voir en conférence, etc., extrêmement lumineuse, extrêmement joviale, on découvre une vraie souffrance et c'est passionnant de savoir comment elle a fait pour s'en sortir, pour repousser un peu tous les conditionnements qu'on essayait de lui imposer, pour trouver elle sa propre voie. C'est un livre que je trouve très positif, très drôle aussi, contrairement à ce qui pourrait paraître. C'est simple, vraiment accessible. Je pense que tout le monde a un peu ce fantasme de partir en voyage, de tout plaquer. Elle l'a fait et dans ce livre, on suit plus que l'aventure d'une fille qui voyage, un vrai cheminement psychologique. Boris Cyrulnik, les nourritures affectives. Alors Boris Cyrulnik, c'est l'homme qui a conceptualisé entre autres la notion de résilience, c'est-à-dire la capacité qu'on a quand on a vécu des événements graves et traumatiques de pouvoir trouver la ressource de les surmonter. Et dans les nourritures affectives, donc qui est encore une fois un essai, comme vous avez vu, j'aime beaucoup les essais assez psychologiques. Il donne finalement une forme de théorie sur l'importance tout simplement de l'affection et de l'amour en fait, de manière extrêmement simple, sur notre vie psychologique et tous les impacts que ça a sur notre construction mentale. C'est d'une intelligence foudroyante. Je regarde très souvent ce que fait cet homme, ses conférences, etc. Je trouve ça extrêmement juste, extrêmement pertinent. La résilience est une notion qui intéresse beaucoup de gens. Et en fait, à travers cet essai, il revient sur tout ce qui est violence, racisme, etc. C'est une exploration de notre rapport à l'autre et de comment se construisent aussi des pathologies affectives. Je trouve que c'est vraiment un ouvrage très important et très intéressant à lire. C'est accessible, ce n'est pas un jargon qui est complètement obscur pour beaucoup. Donc voilà. Très bien. Je ne l'ai pas là dans ma bibliothèque parce que je pense qu'il doit être chez mes parents. Mais À la croisée des mondes de Philippe Pullman a irrigué mon imaginaire lorsque j'étais jeune. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de littérature jeunesse. C'est un livre que je relis très régulièrement à différents moments de ma vie et à chaque fois je l'interprète différemment. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît un chef-d'œuvre, c'est quand on peut lire un livre à différents moments de notre vie et qu'on est capable de le regarder différemment, mais avec toujours autant d'intérêt. Alors, À la croisée des mondes, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lyra, qui vit dans un Oxford parallèle. Et dans cet univers-là, il y a une particularité, c'est que les humains sont liés à ce qu'on appelle des démons. C'est-à-dire qu'ils ont en quelque sorte leur double sous forme animale, qui est une excroissance de leur âme, si je puis dire ça. C'est pas très joli dit comme ça, mais c'est ça. Et on va suivre son cheminement et sa quête. C'est d'une érudition et d'une précision qui se mêle à la fois avec une vraie fluidité dans l'écriture, une beauté dans les termes choisis, mais une vraie accessibilité. Et c'est un tour de force, je trouve, d'arriver à écrire un ouvrage de littérature jeunesse
à ce point accessible et en même temps érudit. Voilà. Et c'est un vrai tour de force parce que finalement, Philippe Pullman, par cette aventure avec ses personnages qu'on suit dans ces différents mondes parallèles, ne sombre jamais dans le cliché. On est dans des thématiques aussi qui sont très intéressantes sur le rapport à la religion, le rapport à la foi, le rapport à la vérité. Et pour moi, voilà, c'est un chef-d'œuvre de littérature jeunesse. Voilà, je crois que c'est le petit tour des livres qui m'ont vraiment marqué. Ce ne sont pas les seuls, mais je crois que ça donne déjà une petite indication. Et voilà, tous sont très très intéressants. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est parti pour en chercher d'autres.